Et donc salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour le débrief de ces Strade Bianche, une de mes courses préférées, une course passionnante auquel on a assisté et j'ai hâte de débriefer tout ça. On est donc parti pour le premier point de cette vidéo. Et le premier point de cette vidéo, c'est le parcours, un parcours souvent similaire avec évidemment énormément de passages sur la terre. Évidemment, on sait que c'est un des terrains préférés de Tom Pidcock, mais aussi un petit peu aussi quand même, faut le dire, de Tadej Pogačar qui est quand même vachement fort sur ce genre de course. Un parcours évidemment très compliqué pour beaucoup de coureurs avec de nombreuses crevaisons, avec des chutes. Et on va donc arriver aux chutes avec notamment la chute d'un coureur français. Et oui, bien évidemment, je parle de Romain Grégoire qui est tombé. C'est peut-être la seule chance côté français qu'on pouvait réellement avoir pour espérer peut-être un top 5. Malheureusement, voilà, il est tombé, Romain Grégoire, on n'aura pas pu le voir à l'œuvre comme on aurait pu l'espérer. Bon, c'est comme ça, c'est un fait de course, il faut faire avec. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à avoir un Romain Grégoire présent dans les premiers à cause de cette chute. Ça fait partie du cyclisme et ça fait partie surtout des Strade Bianche. On va quand même parler évidemment de l'événement majeur de cette course avec l'attaque de Tom Pidcock à 80 bornes de l'arrivée, suivi par Tadej Pogačar. Ils vont revenir aussi assez rapidement sur l'homme de tête Connor Swift de l'équipe Ineos Grenadier. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ce qu'a fait Pidcock? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que dans la stratégie de Pidcock, c'était attaquer avant que Pogačar m'attaque, parce que il savait que si Pogačar venait à attaquer et que si lui n'était pas capable de suivre, ce serait compliqué de peut-être aller chercher une seconde place aussi. Ça peut être ça, surtout qu'en plus, on en parle un peu plus tard, mais il y a Ben Illy qui quand même a un niveau plutôt bon sur ce genre de course. Je pense que c'était ça la stratégie. Il s'est dit voilà, autant attaquer avant que Pogačar m'attaque et peut-être que comme ça je pourrais au moins aller chercher une deuxième place, voire plus si jamais Pogačar est pas dans un grand jour. Bon, en l'occurrence Pogačar était encore une fois dans un grand jour, mais non voilà, Pidcock il a tenté, il a essayé, il est allé au panache et j'adore ce genre de coureur, un petit peu comme un Pogačar d'ailleurs à ce niveau-là. J'ai trouvé culotté le fait d'attaquer, mais c'est une très bonne chose et il a réussi quand même du coup à aller chercher une seconde place, ce qui est plutôt propre. Et évidemment, on passe à un autre événement très important dans cette course, c'est la chute de Tadej Pogačar avec une énorme erreur de trajectoire dans la descente qui aurait pu lui coûter la victoire et voire même la suite de la saison, suite du début de partie de saison évidemment. Il tombe quand même assez lourdement, mauvaise trajectoire de prise. Il s'est déconcentré, je pense, pendant un petit moment. Ça lui a coûté cher quand même, hein, quand on voit, regardez l'état dans lequel il est. Carrément, son cuissard sur le côté gauche est remonté. On voit d'ailleurs la trace du bronzage, sûrement du Tour des UAE. Mais il est quand même tombé assez lourdement. Il se relève très rapidement et on n'a pas eu trop d'inquiétude par rapport à ça. On l'a vu repartir très très vite. Donc on s'est dit, bon, ça peut aller. Parce que moi, quand je l'ai vu tomber, honnêtement, je me suis dit, oula, ça paraît mal barré. Il a fini quand même dans l'herbe. Il a traîné sur quasiment 5-6 mètres par terre. Je me suis dit, ça va être compliqué pour qu'il reparte. Bon, finalement, il se relève très vite. Il repart direct. Pas de problème. Il remonte. Et bon, Pidcock l'attend pas. Ça dépendra des gens. Pour moi, Pidcock l'a attendu, il a même reconnu à la fin, il a dit que c'est pas comme ça qu'on gagnait une course cycliste. Bon, chacun a son avis là-dessus, on va pas faire de débat là-dessus, mais on va dire qu'il l'a attendu. Voilà. Et bon, Pogačar est revenu sans trop de problème de toute manière. Puis par la suite, d'ailleurs, il a été très très fort. Et d'ailleurs, Pogačar parle justement de sa chute en disant: je suis allé beaucoup trop vite. Quelquefois, on se trompe. Effectivement, il s'est trompé. On peut comprendre avec la fatigue de la course. On est encore en début de saison. Il faut que tout le monde reste concentré sur sa course. Pogačar a fait une erreur de trajectoire. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Et on va passer à un point crucial quand même par rapport à Pogačar et par rapport à la suite de sa saison. Voilà ce qu'a dit Fabio Baldato, un membre de l'équipe UAE, du staff UAE. Il a dit: on a fait Arambert, Montampével et le carrefour de l'Arbre avec Tadej Pogačar. Pogačar a dit lui aussi d'ailleurs qu'il avait trouvé ça assez facile par rapport à ce qu'il attendait. Il pensait que ce serait beaucoup plus compliqué. Et il s'est dit, quand j'y suis allé, j'ai vu et je me suis dit, bon, bah c'est pas si compliqué, c'était pas autant compliqué que je le pensais. Et je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Hein, voilà, je le dis, mais c'est ce qu'il a dit. Là, les photos que je vous montre, c'est un média que vous pouvez retrouver sur Instagram, Cycling Actualities. Très très bon média cyclisme qui vous permet d'avoir pas mal d'informations. Et moi, avec ça, je peux pas mal me retrouver pour faire ces vidéos justement. Voilà, petite dédicace à Cycling Actualities. Et évidemment, cette chute, c'est un petit peu comme une sorte d'avertissement pour Pogačar par rapport à Paris-Roubaix. Voilà, comme je l'en parlais avant, il veut faire Paris-Roubaix, Tadej Pogačar. Et voilà ce que Mauro Gianetti a dit à la fin de la course. Pogačar l'a reconnu lui aussi, d'ailleurs, qu'il aurait pu se casser quelque chose et qu'il a eu de la chance. Mais il a dit aussi que ça faisait partie du cyclisme et qu'il acceptait. Mais Mauro Gianetti a dit ça: il aurait pu se casser la clavicule et être blessé gravement. Quand on lit ça, on se dit, Gianetti a peur pour Pogačar par rapport à la suite de la saison et évidemment par rapport au Tour de France. On sait qu'en 2023, si je dis pas de bêtises, 2023, Pogačar tombe sur la bastogne-neige et se fait mal au poignet, enfin se casse au poignet et ça va lui coûter un petit peu cher, je pense d'ailleurs pour son Tour de France, c'est ce qui fait que Pogačar a en partie été pas à 100% sur le Tour de France 2023 pour moi. Comme Vingegaard d'ailleurs, ça a été le cas pour en 2024 à cause de sa chute. Mais voilà, Mauro Gianetti
un petit peu craintif par rapport à ça. Et par rapport à Paris-Roubaix, voilà ce que dit Mauro Gianetti. Tadej veut tenter sa chance à Roubaix. Moi, je n'arrête pas de lui dire qu'il doit attendre. Et on peut comprendre l'inquiétude de Mauro Gianetti après cette chute. On sait que c'est des chutes qui peuvent mettre fin à des carrières carrément. S'il se blesse plus gravement, ça peut vraiment avoir un énorme impact sur la suite de sa saison et de sa carrière aussi, parce qu'il y a des coureurs qui tombent et qui ne se remettent jamais de ces chutes-là. Je parlais d'un coureur comme Alaphilippe, par exemple. Alors, Alaphilippe commence quand même à devenir vieux, mais depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège, il a su rebondir à certains moments, notamment sur le Tour d'Italie où il est quand même venu chercher une magnifique victoire d'étape, mais il est jamais revenu à son vrai niveau qu'il avait avant. Et je pense qu'il n'y reviendra malheureusement jamais. Et vous savez sûrement que c'est mon coureur préféré. Voilà, c'est celui que j'aime le plus. Parce que c'est un coureur qui a du panache, qui tente tout. Bref, on va pas parler plus de ça de Julien Alaphilippe. Mais je comprends l'inquiétude de Mauro Gianetti. De 1, parce que Pogacar est jeune. Il a gagné 3 Tours de France, un Tour d'Italie. Il lui reste encore énormément à faire dans sa carrière s'il veut aller chercher les Merckx et les Bernardino. Je parle évidemment de Tour d'Italie, il en a un. S'il veut prétendre en avoir au moins 2, 3, il faut qu'il continue sur la lancée sur laquelle il est. S'il veut aller chercher le record de Tour de France comme Merckx, comme Minot, comme Anquetil, etc., il va falloir qu'il travaille encore parce qu'en face de toi, t'as un mec qui lâche rien qui s'appelle Jonas Vingegaard. Donc non, ça va pas être facile. Puis il y a de la concurrence qui arrive aussi, je pense, dans les prochaines années. Je pense notamment à Matteo Jorgensen qui... On va attendre de voir ce qu'il donne évidemment sur le futur, mais attention à lui. S'il évolue correctement, je pense que d'ici 3 ans, il peut être très 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 fort. Et c'est peut-être même l'avenir de la Visma. Et je comprends l'inquiétude de Mauro Gianetti par rapport à Pogacar. Je me dis, en tant que directeur sportif, tu te dis, ton coureur vient de tomber sur une course où tu savais qu'il y avait des risques. C'est un petit peu comme une sorte d'avertissement par rapport à Paris-Roubaix. Attention, tu es tombé une première fois. Paris-Roubaix, tu peux aussi très bien tomber. Et Paris-Roubaix, si tu tombes, tu te fais vraiment très très mal. Parce que tu tombes sur les pavés. Et les pavés, on sait tous que, en général, quand tu tombes sur les pavés, tu te relèves très rarement sans blessure. Donc voilà, et Pogacar, on le voit, il est quand même assez raflé. Voilà, regardez la photo, elle parle d'elle-même. Regardez tout le flanc gauche, il est complètement arraché. Et d'ailleurs, je pense que sous la douche, à la fin de l'étape, ça a dû piquer. Mais voilà, c'est les risques à prendre quand tu veux gagner une course et quand tu es cycliste de haut niveau. Maintenant, est-ce que ces risques-là sont vraiment nécessaires dès cette année pour aller faire Paris-Roubaix? Moi, personnellement, j'en suis pas sûr. Alors, mon avis, c'est que, évidemment, je serais content de voir Pogacar avec son maillot de champion du monde sur Paris-Roubaix. J'en serais satisfait, j'en serais heureux. Parce que t'as envie de le voir, quoi, ce genre de course. En plus, avec le maillot de champion du monde. Donc, ce serait juste génial. Maintenant, moi, je me dis, d'un point de vue stratégique, et si tu réfléchis un petit peu comme la Visma Lease the Bike, qui organise sa saison pour Vingegaard autour du Tour de France, avec des courses par étapes par-ci par-là pour essayer d'aller les gagner, mais surtout qui se concentre uniquement sur le Tour de France. Alors, c'est pas Kat Pogacar, on sait qu'il est ultra polyvalent. Mais justement, des courses comme Paris-Roubaix, aller prendre le risque d'aller dès maintenant sur Paris-Roubaix, alors que cette année tu dois te battre pour le Tour de France, pour essayer d'aller battre Vingegaard, attention, pas se blesser, à pas finir par gâcher sa saison à cause de Paris-Roubaix. Si tu tombes sur Paris-Roubaix, tu prends le risque aussi de malheureusement te faire mal pour la suite de la saison et notamment pour le Tour de France. Il faut être en forme pour le Tour de France. Et donc là, on voit l'attaque de Pogacar, donc qui descend sur Tom Pidcock. On voit quand même que malgré la chute, il s'est relevé très très vite et que ça l'a pas empêché d'aller gagner la course. Il a déclaré d'ailleurs dans la presse derrière que sur le coup, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la ligne, ça lui faisait pas si mal que ça. Avec l'adrénaline, c'est compréhensible. Et par contre, après la course, il a dit ça fait vraiment mal parce que effectivement l'adrénaline est redescend, t'as gagné ta course. Et je pense que physiquement, les jours d'après, notamment à l'entraînement et même hors entraînement, quand tu te poses tranquille, ça doit picoter, ça doit faire mal et tu dois avoir des hématomes pendant au moins 2 semaines, je pense, avec ce genre de chute. Bon, voilà, comme je le disais, ça l'a pas empêché de gagner. Voilà, il gagne magnifiquement, maillot de champion du monde sur les épaules. C'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Il va mettre plus d'une minute à Tom Pidcock quand même, alors que le mec vient de tomber. Faut le préciser, il est quand même tombé, c'est quand même bien fait mal. Il a quand même bien déchiré le maillot et le cuissard. Donc juste un grand bravo à lui, il a été extraordinaire tout au long de cette étape. Et on va maintenant passer au top. Et pour les tops, bon, évidemment, on va commencer avec le point top, Tadej Pogacar. Voilà, Pogacar, extraordinaire, comme je le disais avant. Il tombe, il revient, il gagne en attaquant, en mettant plus d'une minute à Tom Pidcock, malgré la chute. Il conserve son très très gros niveau et même si on est habitué à le voir gagner, tu peux pas ne pas le mettre dans les tops, il est trop fort. Mon deuxième top, ça va être Tom Pidcock, les gars, parce que Tom Pidcock, il a eu le courage d'attaquer à 80 bornes de l'arrivée. Il faut quand même avoir excusez-moi du terme, mais il faut quand même avoir des couilles pour le faire. Donc non, voilà, je pense que Pidcock a fait une très bonne course. Il aura attendu, pas attendu, on va pas revenir là-dessus, mais Pogacar, mais en tout cas, je pense qu'il a fait vraiment une très bonne course. Il a osé attaquer. C'est le seul coureur qui s'est réellement mis en danger par rapport à ça en se disant, voilà, j'attaque Pogacar.
Donc on a franchement un très très grand bravo à lui, Tom Pidcock. Et bon, on va attendre de voir ce que ça va donner sur d'autres courses comme la Stèle, comme la Flèche Wallonne, comme Liège-Bastogne-Liège. J'ai hâte de voir ce genre de course parce que c'est un coureur qui est quand même assez impressionnant à avoir roulé. En plus, il est dans une nouvelle équipe quand même. Il est plus chez Ineos, il est chez Q36. On sait que Q36 c'est pas non plus un effectif extraordinaire. C'est pas Ineos au niveau de l'effectif. Hein. Donc c'est là où je trouve que c'est encore plus impressionnant, c'est qu'il attaque en sachant que si il se fait rattraper derrière, il est mort quoi. Et mon troisième top, les gars. Alors, je vais parler de top pas stratégique ou quoi, mais juste d'un point de vue cyclisme et enfin pas d'un point de vue cyclisme, mais d'un point de vue physique. Pour moi, le troisième plus fort de tous les coureurs qui participaient, c'est Benili, qui fait quatrième de l'étape, battu par Tim Wellens, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais Benili fait encore une course extraordinaire. Il attaque à plusieurs reprises. C'est le seul un petit peu dans le groupe de derrière à essayer de faire des choses pour revenir un petit peu sur les deux de devant. Bon, impossible. Mais il fait une très très grosse course. Et donc je le mets évidemment dans les flops. Et pour parler de Tim Wellens, alors je pense que ça a agacé pas mal de personnes devant leur télé ou même les coureurs qui étaient là sur place de voir Tim Wellens pas passer de relais, mais les gars, c'est stratégique. Il a raison de le faire. Tim Wellens ne devait pas passer de relais dans tous les cas. Il a son leader qui est devant. Lui, en plus de ça, il s'économise. Donc ça lui permet d'aller chercher une troisième place. Et stratégiquement, c'est magnifique. C'est super bien fait. Et là, pour une fois, j'ai envie de dire, UAE a réfléchi comme Visma le fait habituellement. Alors, sauf par rapport à Pogacar, évidemment, mais parce que Pogacar a suivi. Est-ce que Pogacar aurait dû suivre? Bon, on voit clairement que oui, il avait le niveau, hein, de toute façon. Mais ils ont couru très intelligemment chez UAE. Pogacar est parti devant les Pidcock. Il bat Pidcock à la régulière, de toute manière. Et Wellens, derrière, il reste derrière. Il dit j'ai mon leader qui est devant. Pourquoi est-ce que je viendrais rouler? Quel est l'intérêt? Et du coup, il vient chercher une troisième place. Donc je trouve que UAE a quand même aussi très très bien couru pendant ce Strade Bianche. Ouais. Et on va passer maintenant au flop. Alors flop, un vrai gros flop, j'en ai qu'un seul. Honnêtement, après des flops sur ce genre de course, c'est compliqué. J'aurais pu dire Romain Grégoire, mais Romain Grégoire c'est pas représentatif. Il est tombé. Ça fait partie de la course, mais non, je peux pas le mettre dans les flops. Je suis déçu pour lui, mais je peux pas le placer dans les flops. Par contre, il y a une équipe que je vais placer dans les flops, c'est la Visma et les The Bike. Alors ils viennent pas non plus avec une équipe non plus monstrueuse, mais il y a pas un seul coureur Visma et les The Bike dans le top 10, je crois même dans le top 15. C'est quand même très problématique à ce niveau-là. Il va falloir que Visma se réveille parce qu'ils font un début de saison moyen, pas catastrophique mais moyen. Tour de la Gare, Vingegaard vient gagner, mais c'est pas une course World Tour. Je crois qu'il y a Laporte qui a gagné une étape et peut-être Olaf Koy qui a gagné 2-3 étapes avec les sprints. Mais c'est pas un début de saison rêvé pour Visma. C'est pas un début de saison où tu te dis ils sont quand même bien placés dans chaque course. Là aujourd'hui tu vois pas un seul Visma et The Bike. C'est-à-dire qu'à 80 bornes de l'arrivée, si je me souviens bien, j'ai vu qu'un seul Visma et The Bike ou peut-être deux. Mais en tout cas il y en a un qu'on a réellement vu et c'est le seul qu'on a vu à 80 bornes de l'arrivée au moment où Pidcock attaque. C'est Attila Valter. T'as plus aucun Visma et The Bike et c'est quand même une grande première. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez Visma. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner. On va pas tout de suite vouloir commencer à critiquer, dire Visma c'est catastrophique pour la suite de la saison, c'est plus ce que c'était, machin truc. Non, je tiens quand même à recontextualiser le truc. L'an dernier, Visma a eu une saison très compliquée. Alors oui, t'as Jürgensen qui avait gagné Paris-Nice, t'as Vingegaard qui fait du tour, mais Vingegaard, les gars, l'année dernière, il est loin d'être à son top niveau. Il tombe, donc il se blesse quand même très très gravement, il faut le rappeler, il aurait pu mourir, hein, il faut le préciser quand même. Il revient avec un excellent niveau sur le Tour de France, il fait quand même deuxième, hein. Après ce qui lui est arrivé, c'est quand même énorme. Visma, en dehors de Vingegaard, a eu une saison très compliquée. T'as Van Aert qui tombe, qui rate les classiques qu'il voulait faire. Il se blesse très gravement, il revient jamais réellement à son vrai niveau. Et même encore à l'actuel, son niveau pour moi pose question. On va attendre de voir ce que ça va donner, notamment sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres. Mais moi, son niveau me pose encore question. Et je sais pas trop comment ça va se terminer tout ça, mais j'espère que ça ira mieux pour lui. Et qu'on aura une vraie bataille avec Van Der Poel d'ailleurs sur le Ronde et Pogacar d'ailleurs qui fera le Tour des Flandres. Mais ouais non, Van Aert me pose question. Et puis t'as d'autres coureurs, t'as Dylan Van Baarle qui tombait l'an dernier, t'as Sepp Kuss qui a eu le Covid, qui est tombé lui aussi. Donc Visma, il faut rappeler, se relève seulement d'une expérience quand même assez traumatisante l'an dernier. Il faut leur laisser le temps de se reconstruire mentalement. Ils ont une équipe quand même assez forte, mais mentalement se reconstruire, reprendre confiance. En plus là, moi je tourne la vidéo au moment où il y a Paris-Nice. Vingegaard vient de tomber et il s'est cassé le poignet. Alors j'attends d'avoir plus d'informations pour développer là-dessus. On parlera de toute façon de ça dimanche prochain pour débriefer ce Paris-Nice. Mais voilà, Visma n'a pas beaucoup de chance, n'a pas vraiment de chance depuis 2024. 2024 c'est compliqué et 2025 c'est encore assez compliqué. Il faut leur laisser du temps et on verra ce que ça donne évidemment au fur et à mesure. Voilà, c'était en tout cas mon débrief sur mes analyses, mon débrief sur ce Strade Bianche. Dites-moi si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis.
donner des tops, des flops, que vous aurez peut-être pu analyser un peu plus dans cette course. N'hésitez pas aussi à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, même les commentaires c'est gratuit aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, nous on se retrouve dimanche prochain pour le débrief de Paris-Nice. Allez, hasta la vista, c'était Cycling Dream.